Salut les gars. Tout va bien pour toi? Bienvenue sur la chaîne des crimes macabres. On commence une autre vidéo? Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore inscrit, profitez-en et inscrivez-vous maintenant. Nous avons de nouvelles vidéos chaque semaine, toujours les mercredis et dimanches. Aujourd'hui, nous allons parler des mystérieux bébés de la forêt de Vancouver. En 1953, Albert Tong travaillait comme gardien au célèbre parc Stanley, situé au centre-ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Le parc, qui s'étend sur un peu plus de 4000 km², regorge de sentiers et même de petites plages. Le jeudi 14 janvier 1953, Albert effectuait son travail de routine dans la forêt du parc alors qu'il marchait sur un tas de feuilles, il entendit le bruit de quelque chose qui se brisait. Il se trouvait près du lac aux castors et a décidé d'enquêter. En soulevant les feuilles, Albert a trouvé des ossements et a immédiatement appelé la police. Lorsque les détectives sont arrivés sur les lieux, ils ont découvert deux ensembles de squelettes partiellement enfouis sous un manteau de fourrure. D'après la taille des os, on aurait dit qu'il s'agissait d'enfants. Le rapport original décrit que l'un des enfants était allongé face contre terre sur les genoux de l'autre. Le manteau de fourrure, qui commençait à se détériorer, semblait appartenir à une femme, tandis que les enfants portaient des vêtements simples. Veste à carreaux, pantalons en velours et casque d'aviateur en cuir, objet bon marché et courant à l'époque. Les pantalons étaient munis d'élastiques et d'épingles, ce qui a amené les enquêteurs à croire que les enfants venaient d'une famille modeste et portaient peut-être des vêtements plus grands pour durer plus longtemps. Parmi les feuilles, ils ont également trouvé un panier de pique-nique contenant de la nourriture pétrifiée à cause du froid, des dessins d'enfants détériorés et une chaussure de femme taille 34. Le médecin légiste a déterminé que les enfants, un garçon et une fille âgés de 6 à 7 ans, avaient été tués à coups de hachette sur la tête. L'arme du crime, retrouvée à proximité des corps, avait un manche cassé. Les blessures indiquent que les enfants ont perdu beaucoup de sang et sont morts rapidement. On estime qu'ils sont morts environ 5 ans avant la découverte, vers 1947. Près des corps, une pelle a également été trouvée, ce qui suggère que quelqu'un a essayé de creuser une tombe, mais a abandonné à cause des racines des arbres dans la forêt. Les ossements ont été envoyés pour des examens plus détaillés, confirmant l'âge et le sexe des enfants. Il s'agit d'un cas intrigant et tragique, qui soulève de nombreuses questions sur qui étaient ces enfants et ce qui leur est réellement arrivé. L'histoire reste un mystère, on attend toujours des réponses. Au vu des éléments de preuve, notamment le manteau et les chaussures trouvées sur les lieux, les enquêteurs ont commencé à émettre l'hypothèse que le meurtrier des enfants pourrait être une femme, peut-être leur mère. Des croquis ont été publiés à partir des crânes pour tenter de recréer l'apparence des enfants. Les affiches suggéraient qu'ils avaient peut-être perdu leur père pendant la Seconde Guerre mondiale et que leur mère, qui travaillait pendant la guerre pour subvenir aux besoins de ses enfants, avait perdu son emploi au retour des soldats au pays. La police a demandé au public de l'aider à identifier ses enfants et a demandé à toute personne ayant vu une femme avec un garçon et une fille se promener dans le parc en 1947 de prendre contact. La nouvelle de la découverte des ossements a fait la une des journaux, mais à l'époque il n'y avait aucun rapport faisant état d'enfants disparus qui pourrait aider la police à identifier les victimes. Les autorités ont reçu plusieurs conseils, mais ils ont tous conduit à des impasses. Au fil du temps, l'affaire a tourné au vinaigre et les détectives ont rassemblé toutes les preuves dans 2 boîtes. Malheureusement, parce qu'elles n'ont pas été correctement préservées, les preuves ont subi une érosion acide au fil du temps. Le meurtre de ces enfants a fini par devenir un conte populaire dans la ville. Un anthropologue a même créé des bustes des enfants et pendant un certain temps, les os ont été exposés au musée de la police de Vancouver. En 1996, le détective Brian O'Neill, devenu chef de l'unité provinciale des homicides non résolus, a décidé de rouvrir l'affaire connue dans la communauté sous le nom de « Bébé dans les bois ». Brian avait toujours entendu parler de cette affaire en grandissant et était fasciné par cette histoire. Il a décidé de rouvrir le dossier, mais il lui fallait rassembler des preuves. Il s'est d'abord rendu au musée de la police de Vancouver pour récupérer les ossements. Le détective a pensé qu'il valait la peine de réévaluer ses preuves avec les nouvelles technologies. En 1996, il contacte le professeur David Sweet de l'Université de la Colombie-Britannique, qui parvient à extraire l'ADN des dents encore présentes dans le crâne des enfants. Ce domaine de recherche n'était pas encore très développé dans le pays. David a découvert qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'un garçon et d'une fille, comme tout le monde le croyait. C'étaient 2 garçons, frères de la même mère, mais de pères différents. Cette découverte a complètement changé la direction de l'enquête.
Le détective voulait maintenant parler à des personnes qui avaient vu une mère avec 2 garçons, et non un garçon et une fille, à un moment quelconque de l'année, se promener dans le parc. Cela a donné lieu à des pistes prometteuses, puisque quelques femmes correspondaient à la description du suspect. L'une d'elles était une femme de mission qui faisait du stop jusqu'au parc Stanley avec ses 2 fils, qui portaient des casques d'aviation. Un autre suspect était une femme qui était apparemment une prostituée et vivait près d'un phare sur Prospect Point dans le parc Stanley, près de l'endroit où les ossements ont été découverts. Le détective a enquêté méticuleusement sur ces histoires, mais a découvert que les enfants vus avec ces femmes étaient soit vivants, soit que l'époque ne correspondait pas à celle où la police pensait que les enfants avaient été tués. Compte tenu des éléments de preuve, les enquêteurs ont émis l'hypothèse que le meurtrier des enfants pourrait être une femme, peut-être la mère elle-même. Dans une 3e ligne d'enquête, des témoins ont rapporté avoir vu une famille de 4 personnes, un homme, une femme et 2 jeunes garçons. L'un des adultes a été vu en train de frapper les barreaux d'une clôture en fer avec une hachette. Plus tard, les adultes ont été aperçus sans les enfants. La femme était échevelée, sans manteau de fourrure et semblait secouée. Il y avait du sang sur ses jambes et elle avait perdu une chaussure. Les progrès des tests ADN constituaient l'espoir des enquêteurs de résoudre l'affaire. Des échantillons d'ADN ont été conservés dans les dossiers, mais les détectives n'avaient toujours aucune idée de l'identité des enfants. En 2008, les autorités ont décidé de déposer les restes des enfants en mer. La plupart des os ont été incinérés et le détective a organisé une petite cérémonie avant de les déposer dans l'océan. Cependant, les crânes des garçons ont été conservés pour d'éventuels tests futurs. L'inspecteur Dal Widman du service de police de Vancouver a tenté de suivre une première piste, croyant que le tueur pourrait être la propre mère des enfants, possiblement atteinte d'une maladie mentale. Il a enquêté dans les archives de Riverview, une clinique psychiatrique de l'époque, et a découvert que la femme pourrait être la fille d'un ancien gardien du parc. La théorie était qu'elle avait été envoyée outre-mer lorsqu'elle était tombée enceinte et qu'elle était revenue au Canada avec les enfants. En raison de son état mental affaibli, elle aurait tué ses propres enfants avant de quitter à nouveau le pays. Le musée de Victoria possédait des dossiers de l'établissement psychiatrique et l'inspecteur a recherché des femmes ayant des enfants de l'âge estimé de ces derniers, mais cette piste n'a donné aucun résultat. Le corps d'un homme a été exhumé dans le Montana, car on pensait qu'il pourrait être le frère des garçons, mais la dégradation de l'ADN a rendu la comparaison peu concluante. En 2021, une équipe du laboratoire d'ADN paléontologique de l'université Lakehead à Thunder Bay a pu prélever des échantillons d'ADN sur les crânes des garçons. Le directeur du laboratoire, Stephen Fred Pietro, a expliqué qu'ils avaient stérilisé la surface où ils avaient cassé les os jusqu'à les transformer en poudre. Prenant des précautions particulières pour éviter toute contamination, ils ont utilisé des produits chimiques pour dissoudre la poudre et extraire l'ADN nécessaire. Les détectives ont ensuite contacté la société de généalogie génétique Redgrave Research Forensic Service aux États-Unis. L'ADN a été séquencé et placé dans une base de données génétiques. Les chercheurs ont trouvé un indice sur un site web appelé GeoDmatch. Anthony Redgrave a expliqué qu'ils ont trouvé des ancêtres communs dès le premier jour de recherche. Au cours des 24 jours suivants, ils ont confirmé qu'ils appartenaient à la bonne famille, identifiant les grands-parents maternels des garçons. Ces grands-parents ont eu 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Sachant que les garçons étaient les enfants de la même mère, les chercheurs se sont concentrés sur les 3 femmes. L'une d'elles a été exclue car elle avait la possibilité d'être la mère des garçons, laissant les sœurs jumelles Hélène et Doran. La détective Eda Rodriguez et son partenaire Tim Russell, chargés de l'affaire, ont déclaré que même avec la correspondance ADN, il restait encore beaucoup à rechercher. Ils devaient confirmer des détails spécifiques sur les victimes et rechercher les dossiers scolaires des enfants. Doran n'a eu qu'un seul enfant, tandis qu'Hélène en a eu 3. Les policiers ont eu du mal à retrouver les dossiers de ces 3 enfants, mais ont pu parler avec les proches d'Hélène, concluant qu'elle était probablement la mère des garçons. Les proches avaient de nombreuses questions sur ce qui se passait. En février 2022, lors d'une conférence de presse, l'identité des garçons communément appelés « bébés dans les bois » a finalement été révélée. C'étaient les frères Derek et David Dalton. Derek avait 7 ans lorsqu'il est décédé et David 6 ans. Pour la détective Eda Rodriguez, nommer les enfants était essentiel pour leur apporter un sentiment de paix. 2 ans plus tôt, en 2020, Ali Brady, 26 ans, et sa mère Cindy ont collecté des échantillons d'ADN et les ont soumis à des sites web de généalogie populaire. Ils souhaitaient résoudre un mystère au sein de leur propre famille. La grand-mère d'Ali, Diane Busquet, a été élevée par sa mère,
Anne-Bénédiction Busquet, avec 2 jeunes frères, Derek et David. Diane est née en juillet 1937, Derek le 27 février 1940 et David le 24 juin 1941. Ils vivaient avec leur mère et fréquentaient l'école primaire Henry Hudson. En 2020, Diane souffrait de démence, mais avant cela, elle avait partagé des histoires de son enfance avec sa famille. Diane a raconté à Cindy que lorsqu'elle n'était qu'une petite fille, sa mère était confrontée à de nombreux problèmes financiers. Souvent, la famille n'avait pas d'argent pour manger et devait fuir les maisons où elle vivait au milieu de la nuit parce qu'elle ne pouvait pas payer le loyer. Quand Diane avait 10 ans, ses jeunes frères ont disparu sans laisser de traces. Des proches ont déclaré que les frères avaient été expulsés par l'aide sociale. Diane a toujours cru que sa mère l'aimait et prenait bien soin d'elle. Toutes ces années, elle se demandait ce qui était réellement arrivé à ses frères. Cindy et Ali avaient de nombreuses questions sur leurs frères disparus. Lorsque Diane est décédée en 2020, la mère et la fille ont décidé d'enquêter sur l'ADN pour découvrir ce qui était arrivé aux garçons. Ils voulaient savoir s'ils étaient encore en vie, s'ils avaient des familles et s'ils pouvaient les retrouver. Cindy a utilisé le site web MyHeritage pour saisir l'ADN, tandis qu'Ali a utilisé 23andMe. Ils ont également utilisé d'autres sites, tels qu'Ancestry et GeoDmatch. Lorsque la police les a retrouvés, elle a révélé que Derek et David avaient été assassinés 70 ans plus tôt. Les enquêteurs ont cherché plus d'informations sur la famille et ont découvert que Diane, Derek et David avaient été transférés, le 19 septembre 1947, dans une école qui n'existait pas. Plus tard, Diane a été inscrite dans une autre école existante, mais pas ses frères. Les garçons auraient été assassinés à cette époque. Hélène n'a jamais signalé la disparition des enfants et tous ses proches connaissaient les garçons, mais personne n'a signalé leur disparition à la police. L'enquête récente a révélé que dans les années 1950, les policiers avaient déjà reçu des informations sur ce qui était arrivé aux frères. L'information concernait une femme vue avec un homme et 2 enfants, l'un d'eux tenant une hachette. Lorsque le dossier a été rouvert en 1996, ce soupçon semblait le plus probable. Avec l'identification des garçons, l'astuce s'alignait encore plus avec l'histoire. Dans les années 1950, la police pensait que les enfants retrouvés étaient un garçon et une fille. Elle a donc enquêté, mais n'a pas pu identifier l'homme et la femme décrits par les témoins. Avec plus d'informations, la police pourrait enquêter davantage sur l'identité d'Hélène Busquet, la mère des garçons. Elle est née en Alberta, mais ses 3 enfants sont nés à Vancouver, chacun de parents différents et inconnus. On pense qu'Hélène a inventé le nom de famille Dalton pour ses enfants, car elle n'a jamais été mariée à un homme portant ce nom de famille et il n'appartient pas à sa famille. Après la disparition de Derek et David, le nom de famille a changé pour Bosquet au milieu des années 1950. En 2023, les enquêteurs ont déclaré à Cindy Bosquet qu'il n'y avait aucune preuve que les services de protection de l'enfance avaient réellement emmené les garçons. La police a confirmé qu'Hélène était une personne intéressante dans l'affaire, mais à ce moment-là, elle était décédée depuis de nombreuses années. Hélène est décédée à l'âge de 78 ans, en 1996. Malgré les soupçons de la police, les membres de la famille ont du mal à croire qu'Hélène ait assassiné ses propres enfants. Cindy a décrit Hélène comme une femme non violente. Cindy a raconté qu'elle avait essayé à plusieurs reprises de parler à sa grand-mère pour savoir ce qui était arrivé à ses oncles, car elle savait que cela affectait grandement sa mère, qui ne comprenait pas ce qui était arrivé à ses frères qui avaient tout simplement disparu. Elle a dit que chaque fois qu'elle en parlait à sa grand-mère, celle-ci se mettait à pleurer et mettait fin à la conversation, sans jamais donner de réponse concrète sur ce qui était arrivé à David et Derek. La famille soupçonne en réalité le père d'Hélène, le grand-père des enfants. Il est décrit comme une personne difficile et très cruelle. Le détective évoque même la possibilité qu'il puisse être l'homme vu avec cette femme qui a perdu son manteau et ses chaussures, vu par plusieurs témoins dans le parc. Peut-être que la famille n'a jamais signalé la disparition des enfants parce qu'elle savait que le père d'Hélène était un homme très difficile et peut-être parce qu'elle le craignait. Cependant, ce n'est qu'une hypothèse puisque la famille ne parle pas ouvertement de l'affaire. La détective Eda Rodriguez pense que les enfants ont été emmenés au parc ce jour-là sans aucune idée de ce qui allait leur arriver. Par conséquent, le mystère de l'identité des « bébés dans les bois » a été résolu, mais ce qui s'est réellement passé lors du meurtre et qui a commis le crime reste un mystère non résolu. Les parents possibles des garçons n'ont également jamais été identifiés et le détective pense qu'il ne savait même pas que les enfants existaient. Le détective Brian a déclaré que la famille croirait ce qu'elle voulait sur l'innocence d'Hélène,
mais à son avis, il est difficile d'imaginer que ces deux enfants avaient une famille qui connaissait leur existence et pourtant ils ont subi ce sort tragique. Aujourd'hui, ils auraient leur propre vie devant eux. Bien que l'identité des garçons ait été découverte, l'affaire elle-même n'est toujours pas résolue. Alors je veux vraiment savoir ce que vous pensez qu'il s'est passé. Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer pour aider à faire passer le mot. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.